Le Grand Paris Express. Le futur réseau de nouvelles lignes automatiques de métro s'étendra autour de la capitale d'ici 2030. Il rapprochera les banlieues et allégera le trafic actuel avec ses 200 km de voies, ses 4 nouvelles lignes pour 2 millions de voyageurs chaque jour. Un projet urbain unique en Europe. On est dans le méga-projet, assurément, dans le projet qui est le projet d'au moins une génération, voire d'un siècle. Un chantier du futur dont le moindre recoin est surveillé depuis l'espace. Au niveau mondial, c'est le seul projet où il y ait une couverture systématique satellite. Un projet pharaonique qui se déploie sur près de 300 chantiers dans toute la région avec des opérations exceptionnelles. Destruction de bâtiments, déplacement de dalles de 3000 tonnes, percement de puits gigantesques et le lancement de 20 machines ultra perfectionnées pour creuser les 170 km de voies souterraines. Nous, on a utilisé la technique la plus moderne du moment pour réaliser le tunnel, c'est le tunnelier. Pour tenir les délais, les hommes vont devoir repousser les limites de l'ingénierie et accroître leur performance. Ce sont des machines extrêmement puissantes, ce qui correspond à environ 6 moteurs de TGV. Mais aussi trouver des solutions pour construire au plus vite les pièces en béton armé qui vont constituer les parois des tunnels. Suivant le type de voussoir, chaque élément peut peser entre 4 et 9 tonnes. Pour accueillir les voyageurs, 68 nouvelles gares vont être construites à des profondeurs parfois inédites en France et dotées d'équipements ultramodernes. 11 ascenseurs qui font près de plus de 2000 kg, c'est-à-dire que chaque ascenseur est capable de recevoir autour de 25-26 personnes. Aux côtés des ingénieurs ou architectes de ce chantier de tous les records, vous allez découvrir les secrets de fabrication de ce métro du futur. Les travaux de cette mégastructure hors norme devraient durer de 6 à 12 ans. Un pari titanesque, le chantier du siècle. Aujourd'hui, en Île-de-France, plus de 8 millions de déplacements sont enregistrés chaque jour dans les transports en commun. La construction d'un réseau de métro et RER était l'une des plus impressionnantes épopées ferroviaires du XXe siècle en France. Pourtant, ce réseau aujourd'hui saturé est devenu insuffisant. Le chantier du Grand Paris Express s'annonce comme le plus gros défi du XXIe siècle pour la région, avec la création de 200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel à l'horizon 2030. Les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 seront connectées avec les lignes du métro parisien et les 5 lignes de RER existantes. Elles s'étendront dans un rayon de 30 km autour de la capitale. C'est vraiment une dimension très importante dans le Grand Paris Express, c'est que c'est un réseau qui est interconnecté avec le réseau existant. Sur nos 68 gares, plus des 3/4 sont en correspondance avec le réseau existant, avec le métro ou avec le Transilien, le RER. Au fil des années, de nouveaux pôles d'activité sont apparus autour de Paris, comme le quartier d'affaires de la Défense, les pôles industriels d'Aulnay ou de Villepinte, le centre scientifique du plateau de Saclay, divers pôles économiques et bien sûr les aéroports d'Orly et de Roissy. Ces différents lieux, très attractifs, ont besoin d'être mieux reliés entre eux pour pouvoir se développer sans engorger la capitale. Aujourd'hui, quand on veut aller d'un pôle à un autre, on est obligé de passer par Paris. Et donc ça veut dire qu'il y a une concentration dans le centre de la capitale en termes de transport qui est très forte. Demain, il sera possible d'aller de Saclay à Orly, d'aller de Roissy à Noisy-le-Champ sans passer par le centre de la capitale et dans des conditions de confort assez extraordinaires. Aujourd'hui, par exemple, il faut 1 heure pour se rendre d'Orly au pôle de recherche de Saclay en empruntant un bus, un métro et un RER. Avec la ligne 18 du Grand Paris Express, le trajet sera de 18 minutes, soit 3 fois moins long et sans correspondance. Un gain de temps rendu possible grâce à la création de ces nouvelles lignes circulaires.
Cette idée de construire un réseau en rocade pour optimiser les temps de transport ne date pas d'hier. Déjà, au début du XXe siècle, on avait pensé à créer une ligne circulaire dans le réseau du métro parisien. Cet ancêtre du Grand Paris Express n'a jamais vu le jour. Mais aujourd'hui, fermé au public, des quais ont quand même été construits. Et donc la base du métro d'origine était constituée de 2 circulaires. En fait, on se rend compte que pour optimiser entre les correspondances, il faut absolument avoir des transversales. C'est un problème qui est récurrent dans les transports. On dessine en gros une étoile et après on dessine le reste de la toile d'araignée. Et la toile d'araignée qui est effectivement constituée de circulaires qui fait les correspondances entre les différentes radiales. D'après le cahier des charges du métro d'origine, chaque Parisien ne doit faire que 2 correspondances par trajet. De plus, il doit avoir une station de métro à moins de 400 mètres de son domicile. À l'époque, Fulgence Bienvenu, l'un des pères du métro, avait dessiné un réseau de 6 lignes seulement, dont une formait une petite ceinture intérieure, demeurée à l'état de projet. Une petite ceinture intérieure, en fait, qui servait à faire les correspondances entre lignes radiales. Et cette petite circulaire, elle passait par Invalides, elle passait par Opéra, elle passait par République, Bastille, et sur la partie sud, en dessous du boulevard Saint-Germain. Mais en raison de problèmes d'aiguillage aux interconnexions, ce projet de ligne circulaire est finalement abandonné. Seule la grande circulaire, matérialisée par les lignes 2 et 6, entre Étoile et Nation, subsiste aujourd'hui. Au cours du siècle, le réseau ferré va continuer de s'étendre depuis le cœur de Paris vers les villes de banlieue. De tout temps, on a l'impression effectivement que les réseaux de transport ont favorisé les radiales. Quand on regarde l'histoire, l'essentiel des lignes de métro, effectivement, concentrées par Paris. Les prolongements de lignes dans les années 30, pareil, aller chercher les banlieusards un peu plus loin et les ramener sur le cœur de Paris. C'est vrai que la liaison périphérique n'était pas souvent pensée. Et même quand on prend le RER, la création du RER en 1977, c'est encore une fois, on rabattait les villes de banlieue sur le centre de Paris. Or, la population de l'Île-de-France a connu un bond de 2 millions d'habitants depuis la fin des années 70, pour finalement dépasser la barre des 12 millions. Et la capitale n'est plus en capacité d'absorber le flux croissant des voyageurs. Le chantier titanesque du Grand Paris Express prévoit donc la construction d'un réseau supplémentaire de lignes circulaires pour relier entre elles les branches du réseau existant. Afin de préparer les travaux des futures gares, la Société du Grand Paris a dû procéder à des achats de terrain et à des démolitions spectaculaires, comme celle de la tour Ultrio. Une tour de 13 étages située près de la nouvelle gare de Clichy-Montfermeil. Sur le site d'Arcueil-Cachan, le chantier titanesque de la gare du Grand Paris Express a déjà commencé. L'enjeu, son interconnexion avec le RER B. Pourquoi c'est important les interconnexions? Parce qu'en fait, c'est un autre mot pour dire correspondance. Et tout l'intérêt de cette nouvelle ligne qui va être construite, de ce nouveau réseau, tout l'intérêt pour les voyageurs, c'est de pouvoir faire des nouveaux itinéraires et passer facilement du réseau RATP actuel, par exemple le RER B, et passer facilement sur la ligne 15. D'où l'intérêt de faire une connexion entre les deux réseaux bien réussie au plus proche. La future ligne 15 Sud reliera les stations Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs sur 33 km. Comme 80% des nouvelles gares, 16 de ces stations seront en interconnexion avec d'autres lignes pour faciliter les transports de banlieue à banlieue, à l'image de la gare d'Arcueil-Cachan. Ici, la nouvelle gare du Grand Paris Express sera construite sous les quais du RER pour réduire le temps de correspondance entre les deux lignes. Pour réussir cet exploit, il faut remplacer une partie des quais du RER actuel et en construire de nouveaux à côté qu'il faudra ensuite faire glisser et raccorder. Sur une immense charpente métallique, on a construit un tablier qui mesure 40 mètres de long par 20 mètres de large, qui pèse 3000 tonnes, donc un tiers du poids de la Tour Eiffel complète, avec ses restaurants et ses ascenseurs. Et ce pont, on va le déplacer à l'aide de câbles et de vérins sur 26 mètres pendant 6 heures durant cette coupure d'exploitation. Ce véritable défi technique doit être réalisé en un temps record,
puisque le trafic du RER B ne peut être interrompu que 5 jours, pas un de plus. Jour et nuit, des dizaines d'ingénieurs et d'ouvriers vont donc se relayer pour mener à bien cette opération titanesque. D'abord, on pose des rails métalliques où seront construits de nouveaux quais, sans interrompre le trafic. Ensuite, les quais du RER sont détruits sur 40 mètres et en 5 heures à peine, la structure de 3000 tonnes va glisser sur 26 mètres. Les voies sont ensuite raccordées. Pour réussir ce raccordement, la structure doit être calée au millimètre. Il aura fallu 18 mois de préparation en tout et le déplacement d'un marché couvert pour préparer cette opération pharaonique. La nouvelle gare sera quant à elle construite à ciel ouvert sur un terrain dégagé, prêt à être creusé. Une gare du Grand Paris, ça fait environ 110 mètres de long, 30 mètres de large. Celle-là, elle est à 26 mètres de profondeur, donc ça fait un grand rectangle qu'on réalise à ciel ouvert. Et là où nous nous trouvons aujourd'hui, là exactement, on fera partir un des 10 tunneliers de la ligne 15 Sud. Placée à cet endroit, la nouvelle gare sera plus proche des voies du RER. Et bien qu'enfouie à 26 mètres de profondeur, le temps de correspondance entre la ligne 15 et celle du RER B sera de 4 minutes seulement. Très clairement, dans la conception de nos gares et de nos correspondances, chaque minute compte. 2 minutes de temps de correspondance supplémentaire, ça peut diminuer l'attractivité d'une ligne de 10 à 20% en flux voyageurs. Donc c'est extrêmement important. Tout a été minutieusement étudié. On le comprend quand on mesure l'enjeu du Grand Paris Express. Ce projet qui double le réseau du métro actuel transportera 2 millions de voyageurs chaque jour pour un coût total de 35 milliards d'euros. C'est aujourd'hui le chantier européen en matière de transport, en tous les cas, qui est le plus important sans conteste. Et sur le monde, en tous les cas, sur une concentration urbaine aussi importante, sur un espace relativement réduit, somme toute, je ne connais pas d'équivalent. On est dans le méga-projet, assurément, dans le projet qui est le projet d'au moins une génération, voire d'un siècle. Cette mégastructure circulaire qu'est le Grand Paris Express n'est pourtant pas une première dans l'histoire du rail francilien. Dès la fin du XIXe siècle, 2 rocades ont été aménagées autour de Paris, la Grande et la Petite Ceinture. Fermées définitivement en 1993, les anciennes voies de la Petite Ceinture couraient sur 32 km. Son tracé est toujours visible aujourd'hui. La Petite Ceinture, en fait, elle est vraiment au cœur de la ville. Là, on est tout près des boulevards des Maréchaux, près de la place Ballard. On voit ce bloc d'immeubles. Là, c'est vraiment l'urbanisme pur et dur, près d'une voie ferrée. Construite entre 1852 et 1869, la Petite Ceinture était une ligne de chemin de fer qui faisait le tour de Paris en longeant les boulevards extérieurs. Son train à vapeur transportait des marchandises et des voyageurs. Il desservait 29 gares. Cette gare s'appelait Vaugirard-Ceinture. Elle a été construite en 1867, au même moment que l'ouverture de la ligne. Elle a accueilli des voyageurs jusqu'en 1934. Elle était située à proximité de la station de métro Porte de Versailles. Destinée avant tout au transport de marchandises, la Petite Ceinture devait permettre une meilleure correspondance entre les gares historiques pour un temps d'acheminement plus court. À l'origine, les compagnies de chemin de fer ont cherché à se relier les unes les autres. Et pour se relier les unes les autres, en fait, la rocade, c'était la vraie solution. Quand il n'y a pas la Petite Ceinture, un train qui arrivait, on va dire, du nord de la France, c'est un train de marchandises, il devait arriver à la gare du Nord. Imaginons qu'il devait aller ce train dans le sud de la France. À la gare du Nord, on décharge les marchandises, on met ça sur des chariots improbables, on traverse la capitale et on remet les marchandises dans un train à la gare de Lyon pour aller, pourquoi pas, Vintimille. Un truc complètement absurde. Dans les années 1870, le trafic sur la Petite Ceinture va devenir si dense qu'elle va bientôt ne plus suffire. On construit donc une grande ceinture à une quinzaine de kilomètres du boulevard périphérique, toujours en service aujourd'hui. C'est l'ancêtre effectivement du Grand Paris Express, sauf que la motivation première de la Petite et la Grande Ceinture, c'est surtout les marchandises. En 1900, lorsque le métro arrive à Paris, la Petite Ceinture est vite concurrencée par ce mode de transport moderne, électrique et beaucoup plus central.
La petite ceinture est finalement remplacée par la ligne de bus PC, puis le tramway, toujours en activité. Preuve que des lignes circulaires sont toujours nécessaires. Aujourd'hui, les concepteurs du Grand Paris Express cherchent, comme leurs prédécesseurs, à raccorder les lignes principales qui rayonnent de la capitale, mais avec des moyens à la pointe de la technologie. Depuis un siècle, le paysage urbain de la région Île-de-France a bien changé. Il s'est densifié. Comment construire un réseau de l'ampleur du Grand Paris Express au milieu des villes? Pour éviter au maximum les démolitions et les déplacements de population, c'est la voie souterraine qui est privilégiée par les ingénieurs du Grand Paris. On a choisi donc de réaliser les tunnels non pas en méthode traditionnelle ou à ciel ouvert, comme ça a pu se faire aussi, notamment pour la ligne 1 du métro parisien en 1900. Paris a été éventré pour réaliser en tranchée couverte la ligne 1. Donc nous, on a utilisé la technique la plus moderne du moment pour réaliser le tunnel, c'est le tunnelier. Donc les tunneliers vont creuser les tunnels, mais avant de lancer le creusement des tunneliers, il faut réaliser les gares et les puits de départ de tunneliers. Voici comment sont construites les gares en sous-sol du Grand Paris Express. On réalise d'abord un puits selon la technique dite des boîtes. Des parois sont d'abord creusées, puis une cage d'armature va s'insérer dans la cavité. Le béton va enfin pouvoir être coulé. Cette opération est répétée pour former le pourtour du puits afin de stabiliser le terrain. Ensuite, le volume intérieur est terrassé et de grands tubes métalliques appelés butons sont installés pour soutenir les parois. Sur les 200 km de nouvelles voies, 80% seront souterraines. Creusant à une vitesse moyenne de 12 mètres par jour, plusieurs tunneliers travailleront en même temps à la construction du futur réseau. La technique des travaux souterrains pour réaliser un métro est maintenant tout à fait au point. Ce qui est un peu hors du commun dans le cadre de ce projet, c'est sa dimension et le fait que l'on ait une concentration du nombre de tunneliers pour réaliser ce métro dans les échéances qui soit considérable, puisqu'on aura plus d'une vingtaine de tunneliers qui vont fonctionner en même temps pour réaliser ce métro, ce qui est pratiquement sans précédent, notamment dans le contexte d'une région dense comme elle est la région Île-de-France. 20 tunneliers à environ 30 millions d'euros l'unité, c'est ce que la Société du Grand Paris a choisi d'investir pour mener à bien ce chantier colossal. Évoluant entre 15 et 55 mètres de profondeur, chaque tunnelier est un gigantesque train-usine de 100 mètres de long sur 10 mètres de large, composé de 4 parties. La roue de coupe qui assure le forage du terrain, un bouclier pour garantir la protection, la jupe munie d'un joint pour assurer l'étanchéité entre l'anneau du tunnel et le bouclier. Et enfin, le train suiveur qui assure l'approvisionnement du tunnelier en voussoir qui constitue le revêtement du tunnel. Sur les 20 tunneliers du Grand Paris Express, 15 sont construits ici, à Schwanau en Allemagne, au siège de la société Herentner. Avec des diamètres allant de 17 mètres à 70 cm, les tunneliers servent à construire aussi bien des tunnels routiers que ferroviaires et même des réseaux de canalisation d'eau. Ici, près de 2000 salariés travaillent sur l'élaboration et la construction de ces machines ultra perfectionnées. À part les composants électriques et hydrauliques, les 150 000 à 200 000 pièces qui composent un tunnelier sont assemblées ou fabriquées ici. Comme la roue de coupe, avec ses différents outils adaptés à chaque terrain, et cette vis géante qui servira à l'extraction des déblais. On ne fournit pas de machines non assemblées en usine, donc on les monte toutes entièrement en usine pour vraiment valider un maximum d'essais et avoir un minimum de mauvaises surprises sur chantier. Des mauvaises surprises qui pourraient s'avérer catastrophiques, étant donné la puissance de ces engins. Sur une machine type du Grand Paris, donc, ce sont des machines extrêmement puissantes, de l'ordre de 6 à 7 MW, ce qui correspond à environ 6 moteurs de TGV.
Et donc sur ces 6 ou 7 mégawatts, on en a plus de la moitié qui sont dédiés à la partie abattage du terrain. Les roues de coupe du tunnelier font autour de 10 mètres de diamètre. Elles abattent le terrain tout en continuant à mélanger ce qu'elles ont déjà arraché au sol. Le volume de terre à malaxer est donc considérable. C'est pourquoi elles tournent relativement lentement, entre 1 à 2 tours par minute. Car pour réussir cette entreprise, la roue de coupe a besoin que les moteurs développent davantage de force que de vitesse. En fonction du type de terrain et du diamètre de tunnel souhaité, chaque tunnelier est réalisé sur mesure pour chaque projet. Chaque tunnelier est un petit peu différent, même si on le regarde de très loin. Il y a souvent une roue de coupe devant et puis un train suiveur derrière, mais chacun a sa spécificité. Donc ils sont tous quelque part un petit peu des prototypes liés à la géologie du projet. Donc le projet du Grand Paris étant très vaste autour de Paris, bien sûr, on retrouve les grandes couches géologiques connues sur Paris, mais toutes les machines ne doivent pas traverser les mêmes couches de géologie. Pour le Grand Paris Express, les roues de coupe fabriquées ici vont devoir forer dans des types de sols différents. Il faut donc adapter les outils de forage de la roue au terrain qu'elle traverse. De plus, selon la profondeur à laquelle vont devoir creuser les tunneliers, le matériel sera exposé à une pression plus ou moins importante. Dans le cas du Grand Paris Express, les tunneliers évolueront entre 30 et 50 mètres de profondeur, ce qui correspond à des pressions de 3 à 5 bars. Pour calculer la pression que doit pouvoir subir un tunnelier, on applique une règle simple. 1 bar correspond à 10 mètres d'eau. Comme les tunnels sont creusés entre 30 et 50 mètres de profondeur, cela équivaut à une pression totale maximale de 5 bars, soit 50 tonnes au mètre carré. Il faut entre 10 et 12 mois pour fabriquer un tunnelier. Une fois achevé, son transport en pièces détachées forme un convoi de 100 camions depuis l'Allemagne. Les éléments arrivent durant les 6 mois qui précèdent le début du creusement et sont assemblés au fur et à mesure au fond du puits, avant le démarrage du tunnelier. Pour faire fonctionner le tunnelier, il faut d'abord assembler le bouclier, la jupe et la roue de coupe. La machine est ensuite glissée dans une cloche. Son train suiveur sera complété après. Il n'a besoin que des 3 premiers wagons pour démarrer. Le premier tunnelier du Grand Paris Express a démarré sur le site de Champigny-sur-Marne pour creuser une partie de la ligne 15 Sud. Régulièrement, chaque élément de ce train-usine ultra perfectionné est minutieusement inspecté et vérifié. Pour cela, il faut descendre dans le puits à 20 mètres de profondeur et parcourir la distance déjà creusée jusqu'à la tête du tunnelier. Voilà, typiquement, on a ici les molettes de rechange. Quand on est dans des terrains relativement souples, en fait, on a des racleurs qui permettent d'enlever le terrain naturellement. Et dans les terrains plus durs, c'est ces molettes qui sont chargées de fracturer le terrain. Et typiquement, une des opérations complexes sur cette machine, c'est d'aller changer ces molettes quand elles sont usées. Et le changement, c'est tous les combien? Ça dépend du terrain, évidemment. Ça dépend de l'usure, mais le but, c'est de limiter à toutes les 3 semaines, tous les mois. D'accord, c'est ça l'ordre de grandeur quand même, 3 semaines à mois. L'opération de changement des molettes sur la roue de coupe doit pouvoir se faire rapidement et en toute sécurité. Un paramètre qui a été pris en compte dès leur conception par le constructeur, grâce à un système révolutionnaire. Toutes nos roues de coupe sont faites de manière à ce que tous les outils de coupe sur la roue soient amovibles, donc interchangeables depuis l'arrière de la roue de coupe, c'est-à-dire que le personnel n'a pas à être exposé au front pour changer ses outils. Et donc nos machines sont toutes équipées de sas d'intervention pour le personnel pour permettre de passer de la zone, on va dire, non confinée dans le bouclier à la zone confinée dans la chambre d'abattage pour accéder à ces outils. La tête du tunnelier est la partie la plus complexe de ce train-usine, puisque c'est ici que la terre est arrachée et mélangée avant d'être évacuée. On est juste à l'arrière de la tête de coupe, à 2 mètres derrière. Donc là, on a tous les moteurs qui permettent la mise en rotation de la tête. Et puis tous les réseaux de canalisation qui sont devant nous, c'est en fait des conduites qui permettent d'injecter l'eau, la mousse, les additifs, pour faire en sorte qu'en fait, on transforme le terrain en une pâte de dentifrice qui soit évacuable par la vis qui est juste derrière nous.
la roue de coupe génère 75 mètres cubes de déblai par mètre. Comme une perceuse à laquelle on ajoute de l'huile de coupe, la roue du tunnelier va injecter du liquide dans la terre arrachée afin de la rendre plus malléable pour l'extraire. On arrive au système d'extraction, là, c'est ça? On est à l'arrière de la vis qui permet d'évacuer les matériaux depuis la tête de coupe et qui les déverse sur le tapis convoyeur. Donc le tapis qui les amène jusqu'à la sortie. C'est par là que vont cheminer les 320 000 tonnes qu'on va évacuer là, sur le tronçon de 2,2 km. Les terres issues du creusement sont broyées par la roue de coupe pour faciliter leur évacuation. Les déblais sont remontés via la vis d'extraction et déposés sur le convoyeur à bande installé dans le train suiveur qui les amène jusqu'à la sortie. En tout, les travaux du Grand Paris Express vont générer l'extraction de 45 millions de tonnes de déblais. Une opération d'une ampleur inédite qui pose une question cruciale: que faire de ces millions de tonnes de terre récupérées ? Il faut s'organiser pour les transporter. On essaye d'utiliser, quand c'est possible, les modes alternatifs. Le fleuve, quand on est à proximité. La voie ferrée, quand c'est possible. Et puis ensuite, il y a la question du traitement de ces déblais et de la façon dont on peut les stocker, les réutiliser. On va analyser quelles sont leurs caractéristiques pour voir où on peut les envoyer. Et on va essayer de les valoriser autant qu'il est possible. Alors les valoriser, ça peut être par exemple d'utiliser ces matériaux pour combler des carrières, pour combler des espaces qui sont à réaménager. Afin d'être reconvertis, les tonnes de déblais sont chargées dans des camions dont le trafic est strictement contrôlé. Ils sont ensuite pesés et lavés pour éviter de dégrader les routes. En fonction de leur nature, les déblais sont acheminés sur différents sites où ils trouveront une autre utilité. Mais le chantier n'en est qu'à ses débuts. Cette organisation sera-t-elle suffisante pour évacuer les millions de tonnes de déblais extraits simultanément par les 20 tunneliers ? Pendant ce temps, sous terre, le tunnel prend forme. Sa stabilité est assurée par un système de voussoirs qui forme un revêtement solide pour que les trains puissent circuler en toute sécurité. Sur la totalité du réseau, en ordre de grandeur, c'est 600 000 voussoirs à peu près pour réaliser la totalité des tunnels. Vous avez, pour en faire le compte, chaque anneau représente 7 voussoirs et un anneau fait 2 mètres. Donc quand vous prenez en gros les 170 km de réseau souterrain, vous arrivez à peu près à ce nombre-là. Pour approvisionner les chantiers du Grand Paris Express en voussoirs, les constructeurs sont condamnés à innover. Afin de réduire les temps de transport, une première usine de fabrication a été créée à seulement 30 km des chantiers de la ligne 15. L'alimentation en voussoirs des 10 tunneliers qui creuseront sa partie sud est un défi logistique énorme. La chaîne de fabrication doit donc être parfaitement réglée. Pour optimiser le rendement de production des voussoirs, les ingénieurs ont imaginé un carrousel, un système de fabrication très original. L'idée derrière le carrousel, c'est que finalement le poste de travail est fixe, c'est le moule et donc le coffrage du voussoir qui se déplace le long de la chaîne de fabrication. La réalisation d'un voussoir se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut préparer le moule dans lequel sera coulé le béton pour faire le voussoir. Les ouvriers vont d'abord nettoyer le moule, puis, comme un moule à gâteau que l'on doit beurrer avant la cuisson, ils vont appliquer une huile de décoffrage qui facilitera l'extraction du voussoir. À la prochaine étape de fabrication, le moule va recevoir plusieurs équipements, notamment un joint périphérique qui sera directement ancré au voussoir. Ce joint servira à l'étanchéité de l'assemblage des voussoirs entre eux et des anneaux entre eux, moyennant une compression de l'ordre de 5 tonnes par mètre linéaire. On garantit après l'étanchéité du tunnel dans le sous-sol de construction. Parmi les équipements placés à l'intérieur du moule, des cages d'armature sont assemblées et soudées sur place. Comme les voussoirs sont en béton armé, le ferraillage fait partie intégrante de leur structure et participe à leur rigidité. Une fois le moule complètement équipé des accessoires, des joints, de la fixation, des armatures, le moule est envoyé en cabine de bétonnage. Et donc là, il reçoit finalement le béton provenant des bennes
alimenté par la centrale. Le moule est vibré pneumatiquement afin de répartir et garantir l'homogénéité du béton dans le moule. L'opération dure environ 4-5 minutes. Plusieurs types de moules différents sont utilisés en fonction de l'ordre de positionnement du voussoir dans l'anneau. Le voussoir est complètement terminé et la référence V6 inscrite sur le moule nous indique qu'on est en présence donc d'un voussoir numéro 6 dans l'ordre d'assemblage de l'anneau constitué des 7 voussoirs. Une fois sorti de la ligne de travail, le voussoir entre dans une étuve chauffée à 50 degrés. Les indicateurs thermiques et hydrométriques sont contrôlés pour accélérer la prise du béton. Au bout de 7 heures, le voussoir peut enfin être décoffré de son moule. Après sa période de transit dans l'étuve, c'est l'étape de décoffrage. Donc on vient démouler et extraire le voussoir fini du moule de fabrication. Toutes les 10 minutes, un nouveau voussoir est assemblé dans un moule. Pendant que dans le même temps, un autre est sorti de la chaîne de fabrication pour être mis en stock. La fabrication des voussoirs est calibrée au millimètre près pour permettre un bon assemblage des anneaux. Un sacré défi lorsque l'on connaît la masse de ces géants de béton. Suivant le type de voussoir, chaque élément peut peser entre 4 et 9 tonnes. Un anneau pesant entre 40 et 57 tonnes, il faut prévoir donc 2 camions pour acheminer un anneau complet sur chantier. La production de voussoirs est un enjeu majeur pour le Grand Paris Express. En effet, chaque tunnelier doit pouvoir poser 42 pièces de béton par jour. Lorsque les 20 supermachines seront en action, 840 voussoirs devront être posés quotidiennement pour l'avancement du chantier, soit l'équivalent d'une douzaine d'unités de production comme celle-ci. Une fois achevés, les voussoirs vont être amenés jusqu'au tunnelier. À l'intérieur, ils sont acheminés jusqu'à l'avant du tunnel. Ils sont saisis et déplacés par un bras à commande hydraulique appelé érecteur, muni de ventouses à vide. Les voussoirs sont ensuite posés en alternance d'un côté puis de l'autre jusqu'à former un anneau. Le 7e voussoir est le plus petit. Avec ses flancs biaisés, il permet le serrage de l'anneau comme une clé de voûte. Cette technique de pose garantit un soutènement permanent du tunnel. Mais une difficulté supplémentaire attend les tunneliers du Grand Paris Express. Comme il s'agit d'un réseau circulaire, beaucoup de tunnels doivent être réalisés en courbe. Pour que le tunnelier puisse réaliser ces courbes, ça fait partie des caractéristiques de cette usine souterraine. Il y a tout un système de réglage. Il y a deux éléments qui permettent d'orienter ce tunnel. Le fait que la roue de coupe, ce qui vient creuser le terrain, puisse être orientable et donc puisse prendre des virages, alors qu'ils ne sont pas des virages à des rayons très, très petits. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on joue sur les vérins qui viennent pousser le tunnelier au fur et à mesure de son avancement pour corriger la trajectoire et l'ajuster. Donc c'est tout ça qui permet de prendre les courbes telles que le projet a été conçu. En plus de l'orientation de la roue de coupe et de l'impulsion des vérins, un troisième élément clé permet de créer des tunnels en courbe, la technique de l'anneau universel. Les anneaux constitués de 7 voussoirs et mis bout à bout réalisent le tunnel. Cependant, si tous les anneaux avaient la même longueur, un vide se créerait lors d'un assemblage en courbe et l'étanchéité ne serait plus garantie. Pour éviter ce genre de problème, la technique de l'anneau universel est utilisée. La forme de chaque voussoir est très élaborée afin que le 7e, qu'on appelle la clé, soit plus courte que les autres de 4 à 7 cm. De ce fait, l'anneau assemblé n'a pas une longueur constante. Le positionnement de la clé donne la direction au tunnel. Si toutes les clés sont à droite, le tunnel ira vers la droite. Mais si les clés sont alternées à gauche et à droite, le tunnel ira tout droit. À l'intérieur du train-usine, un poste de pilotage permet de contrôler l'orientation du tunnel.
Voilà, donc là on est donc sur l'écran qui indique la trajectoire, donc avec le centre de la cible qui est la position théorique du tunnelier, donc de la tête, et puis les petits triangles qui indiquent la position réelle avec la tendance en termes de trajectoire. Donc ce qu'on voit par exemple ici, c'est qu'on est donc à 61 mètres 34 de creusement, on a posé 28 anneaux. Le creusement d'un tunnel, même avec un tunnelier dernière génération, n'est jamais sans risque pour la stabilité du terrain. Afin d'anticiper toute menace d'effondrement, il faut donc contrôler le volume de terre enlevé. Si vous avez prévu, quand vous avancez d'1 mètre, d'évacuer 75 mètres cubes parce que c'est le volume correspondant au tunnel sur 1 mètre, si vous en évacuez 100, ça veut dire que vous avez une partie du terrain naturel qui vient. Et donc dans ce cas-là, il faut immédiatement corriger le tir et puis consolider le terrain correspondant. Pour limiter tout risque d'affaissement, des opérations de consolidation du terrain sont réalisées avant le passage du tunnelier. Cela passe par le comblement des espaces vides dans le sous-sol parisien. Outre les parkings souterrains et les lignes de métro déjà creusées, des anciennes carrières peuvent menacer de s'effondrer et doivent donc être comblées avant le creusement du tunnel du Grand Paris Express. Pour cela, on utilise la technique de comblement par injection de mortier depuis la surface. Des points de forage sont réalisés. Lorsqu'une carrière se prolonge au-delà de la zone à traiter, il est nécessaire de réaliser des opérations de cloisonnement qui permettent de confiner les travaux de comblement. Ensuite, du mortier liquide est déversé par des tubes en PVC jusqu'à remplir la carrière. C'est l'injection gravitaire. Après séchage, une dernière injection est nécessaire pour combler les vides résiduels. Les carrières ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur ce chantier hors norme. L'avancement du tunnelier sous terre peut provoquer une aspiration des terrains et entraîner un affaissement en surface. Pour prévenir de tels effets qui pourraient être catastrophiques sur un territoire densément peuplé comme l'Île-de-France, la Société du Grand Paris a fait appel à un système de surveillance unique au monde, la surveillance par satellite. Les données qu'il envoie sont analysées par les ingénieurs d'Altamira à Toulouse. Au niveau mondial, c'est le seul projet où il y ait une couverture systématique satellite qui est mise en place pour assurer la sécurité des travaux. Grâce aux satellites, les travaux du Grand Paris Express vont pouvoir être surveillés sur un périmètre beaucoup plus vaste que ne le permettrait la simple instrumentation au sol. Sur une carte qui comprend 10 000 points de mesure par kilomètre carré, les ingénieurs peuvent voir tous les mouvements du terrain. Je vais zoomer vers la zone de Champigny-Centre. Vous voyez là le parc de Vincennes. Alors on voit beaucoup de vert, mais l'interférométrie nous permet de détecter quelques zones où on a des tassements naturels dus à la géologie du sous-sol parisien. En regardant ces points de mesure, ici on a par exemple des mouvements de l'ordre de 2,5 mm par an. Et si on clique sur un point, on a l'évolution temporelle de son mouvement au cours du temps. Tous les 11 jours, le satellite TerraSAR X, en orbite autour de la Terre à environ 500 km, passe exactement à la même distance et au même endroit. En passant au-dessus des chantiers du Grand Paris Express, il émet une onde qui est réfléchie par le relief du sol et qui permet de mesurer les variations de distance. Le satellite envoie une impulsion lors d'un premier passage. Si au passage suivant, le temps de retour est plus long, c'est que le terrain s'est tassé. S'il est plus court, c'est qu'il s'est surélevé. Cette méthode de mesure qui s'appuie sur la réflexion des ondes s'appelle l'interférométrie. L'interférométrie radar nous permet d'avoir une très grande densité de points de mesure et on pourra regarder le long du tracé du Grand Paris s'il y a des mouvements qui pourraient être induits à l'avancée du tunnelier au fur et à mesure des mises à jour qui viendront. En balayant une zone de 500 mètres de part et d'autre du tracé, cette technique à la pointe de la technologie offre de nombreux avantages.
La solution d'interférométrie est nouvelle parce qu'elle permet d'avoir une vue d'ensemble, une échelle macro qui n'était jusqu'alors pas du tout envisageable. On a des images satellites qui couvrent des surfaces de 30 km par 50 km. Du coup, on a la quasi-totalité du projet, des 200 km, qui sont couverts par une seule image satellite qui va être répétée au fur et à mesure des programmations. Programmé jusqu'à la fin des travaux en 2030, le satellite va pouvoir continuer de surveiller le tracé de la ligne 15 Sud une fois achevé en 2024. On va pouvoir vérifier que les tassements qui auraient pu être générés ont été stabilisés dans le temps. On pourra contrôler sur des linéaires extrêmement importants les travaux de plusieurs tunneliers à la fois. Cette vision globale, il n'y a que le satellite qui peut réellement la fournir. Surveillé depuis le ciel, le chantier du Grand Paris Express fait appel aux technologies les plus en pointe dans tous les domaines. Parmi les grandes innovations utilisées pour la première fois, la conception des 68 gares a fait l'objet d'études poussées pour garantir aux usagers une meilleure expérience de voyage. Un élément important, c'est la fluidité du parcours, le côté intuitif du parcours. L'autre élément important, c'est essayer autant qu'il est possible de faire descendre la lumière naturelle. On a des gares qui sont souvent des gares profondes, les plus profondes descendent à plus de 50 mètres. Ne pas avoir l'impression qu'on rentre dans un souterrain peu accueillant, mais avoir quelque chose qui soit la continuité de la surface, un parcours naturel entre la surface et le quai, était un élément important dans la conception de la gare que nous avons demandé à l'ensemble de nos architectes de respecter. À quoi vont ressembler les nouvelles gares du Grand Paris Express ? Les architectes ont finalement renoncé à la création d'un modèle de gare unique et déclinable, avec une même forme, une même couleur ou un même design. Toutes les gares seront donc différentes et leurs constructions seront confiées à des architectes distincts. Pourtant, il existe un cahier des charges à respecter, élaboré par l'architecte Jacques Ferrier. Lauréat d'un concours international, Jacques Ferrier a développé le concept de gare sensuelle pour le Grand Paris Express. Une notion avant-gardiste et inédite qu'il a fallu traduire en directive afin de créer 68 gares d'un genre nouveau. Un exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, celui du son. Et on a proposé d'accorder les sons préexistants dans les gares. Et ils sont nombreux, c'est-à-dire qu'il y a le bip de la machine qui vous vend le ticket, le tourniquet de contrôle, le bip des ascenseurs, la sonorisation du train qui arrive, les messages qui sont diffusés dans la gare. Et donc en fait, tout cela, nous avons recommandé que cela soit coordonné par un musicien, un compositeur, et que chaque fabricant d'appareils remplisse un cahier des charges sonore. Ce qui est très facile, parce que l'ascenseur, il vient avec un son, mais il pourrait très bien venir avec un son qui soit harmonisé avec le son de l'équipement d'à côté. Et en fait, c'est créer une sorte de signature sonore, d'atmosphère, d'ambiance sonore qui soit dans les gares. Ce concept de gare sensuelle propose donc d'offrir aux voyageurs une véritable expérience sensorielle. En travaillant sur le bruit ou la lumière, les architectes privilégient la création d'une atmosphère commune plutôt que d'une identité visuelle claire et uniforme. Si l'aménagement des nouvelles gares est aussi soigné, c'est parce qu'elles sont le premier point de contact avec les Franciliens. Mais la partie visible de ces gares cache le reste d'un incroyable iceberg. Un immense chantier souterrain, 10 fois plus important en termes de coûts, de structure et d'ingénierie. Cyril Trétou est l'architecte de l'une des gares du Grand Paris Express, et pas n'importe laquelle. La gare de Saint-Maur-Créteil. Interconnectée avec le RER A, elle drainera 45 000 voyageurs par jour sur un rayon d'1 kilomètre. Elle aura surtout la particularité d'être la plus profonde de France. Les gares se situent généralement entre une dizaine, quinzaine de mètres et entre 20 et 30 mètres. Et la gare de Saint-Maur, en fait, elle n'a pas pu être réalisée telle que prévue autour des 20-25 mètres
parce que, c'est un peu le langage qu'on m'avait dit à l'époque, Monsieur Trétou, vous ne pourrez pas faire votre gare à 25 mètres de profondeur, vous êtes dans du yaourt. Qu'est-ce que c'est? Oui, des argiles, plastiques, c'est mou et tout. On doit s'ancrer plus profondément pour réussir à faire que l'ouvrage puisse être stabilisé. À cause de la nature des sols argileux, la gare de Saint-Maur-Créteil devra être posée à 52 mètres sous terre pour éviter tout risque d'affaissement. Un énorme défi pour l'agence en charge du projet. Il a fallu reprendre les études, étudier des formes atypiques, particulières, parce que quand vous vous enterrez de 50 mètres, vous avez une pression des terres qui est énorme. Et donc, nous sommes partis sur une drôle de forme. Cette gare enterrée a une forme de cacahuète. Voilà, ce sont deux éléments qui ont une forme de cacahuète, deux cercles non fermés qui se collent et qui sont creusés jusqu'à 50 mètres, jusqu'au tunnel. La structure de cette gare, pas comme les autres, développée en forme de cacahuète, va pouvoir supporter les pressions du terrain qui sont énormes lorsqu'on se trouve à 50 mètres de profondeur. Cette forme particulière a développé un volume supplémentaire dont l'architecte a pu disposer pour réaliser sa gare. D'un côté se trouvent les espaces destinés à la technique, et de l'autre, un volume qui lui a permis de créer 11 cages d'ascenseurs pour transporter les voyageurs. Autour de ces ascenseurs, le vide qui subsiste sera comblé par un escalier monumental s'étirant sur pas moins de 18 étages entre la surface et le quai, situé à 52 mètres sous terre. En plus de cet escalier de 250 marches, la gare sera donc équipée d'ascenseurs ultra rapides d'une capacité impressionnante. 11 ascenseurs qui font près de plus de 2000 kg, c'est-à-dire que chaque ascenseur est capable de recevoir autour de 25-26 personnes. Capable de parcourir 52 mètres de profondeur en 15 secondes seulement, ces ascenseurs répondront mieux aux attentes de la Société du Grand Paris que des escaliers mécaniques. Pour s'inscrire harmonieusement dans le paysage urbain environnant, la gare de Saint-Maur-Créteil sera dotée en surface d'un kiosque en verre léger et aérien. La structure de 40 mètres de diamètre sera soutenue par seulement 3 points d'appui de 8 mètres de haut. La mégastructure du Grand Paris Express est un chantier titanesque qui est en train de modifier le paysage de toute l'Île-de-France. Ce nouveau réseau de lignes de métro automatique gigantesque et futuriste pose une série de défis aux constructeurs. Avec des techniques de creusement révolutionnaires, comme les puissants tunneliers, l'implantation d'une ligne de préfabrication de voussoirs au plus près du chantier, ou encore le déplacement de structures colossales pour adapter les voies existantes, les hommes doivent faire preuve d'audace et d'invention pour mener à bien un tel projet. Jusqu'où iront-ils ? Plus qu'un challenge exceptionnel, le chantier du Grand Paris Express annonce une série de bouleversements profonds dans l'usage des transports en Île-de-France et s'apprête à changer durablement le paysage de la région. Le Grand Paris Express, ce n'est pas seulement un projet de transport, c'est aussi un projet de transformation urbaine, de transformation géographique de la métropole, simplement parce qu'il rapproche les points les uns avec les autres, mais aussi de permettre, au travers de l'arrivée du métro, une transformation, une évolution du territoire suivant les cas. Ces transformations urbaines et ces nouvelles connexions ont pour ambition d'unifier le territoire d'un Grand Paris en pleine expansion. Et cela, dans un temps record. Alors ce réseau qui a été conçu finalement très récemment, puisque le projet dans sa nature actuelle a été arrêté en 2011, après le débat public de 2010-2011, a vocation à être entièrement terminé en 2030, avec des premières mises en service en 2024, avec en particulier l'échéance des Jeux Olympiques. Un projet aussi ambitieux que celui du Grand Paris Express est pionnier dans bien des domaines. Un pari formidable. Face aux innovations technologiques, logistiques et industrielles que nécessite un tel chantier, le chemin est encore long et les défis nombreux, jusqu'à 2030.